Alors bonjour, je vous souhaite la bienvenue, merci d'être présent. Je m'appelle Gorette Linares, je travaille à l'AGDSMQ. L'AGDSMQ, c'est le regroupement qui rassemble des organismes de défense de droits comme la droite Chaudière-Appalaches. La conférence de presse va durer plus ou moins 30 minutes et je vais vous présenter les gens qui vont s'exprimer dans l'ordre. En premier lieu, M. Martin Lemay, qui est président de l'organisme, il va pouvoir nous faire un mot de bienvenue, d'ouverture à cette conférence. Ensuite, l'étude va être présentée plus en détail par François Winter, qui est directeur général de la droite Chaudière-Appalaches. Pour vivre un peu la garde d'établissement, la P38 de l'intérieur, c'est M. Jean Gagnon, qui est membre de l'organisme et qui a vécu cette procédure-là, qui va s'exprimer en troisième lieu. Et pour conclure, ma collègue de la GDSMQ, Mme Doris Provencher, qui va nous donner davantage un état de situation provinciale et qui va aussi nous parler un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de cette loi-là au ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis, après la conférence, il va y avoir une habituelle période de questions. Alors, merci beaucoup et bonne conférence. Bonjour, comment va? Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir cet après-midi pour conférence de presse. Ça me fait plaisir d'accueillir les membres du conseil d'administration et les travailleurs de la droite Chaudière-Appalaches et toutes les personnes qui sont ici. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, j'hésite. Peut-être que je vais me lever. L'inspiration du moment va peut-être me faire me lever. Je ne sais pas. En tout cas, bonjour, je suis François Winter, directeur de la droite. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter un travail de recherche qui a été fait par l'organisme. Avant de commencer, donc, peut-être pour vous mettre en contexte, vous pouvez suivre je vous dirais bien que vous pouvez suivre ma présentation avec le document fait saillant, mais jusqu'à hier, ça constituait pas mal ma présentation, mais ça va plus être un aide-mémoire pour certains faits saillants de la recherche, donc parce que c'est quand même un document volumineux. D'entrée de jeu, je voudrais souligner la contribution du comité juridique, l'équipe de la droite, et puis du conseil d'administration, donc des étudiants en droit de l'Université Laval qui ont contribué entre autres à la collecte de données, la rédaction. Donc c'est un travail d'équipe. Cette recherche-là, c'est l'aboutissement d'un an et demi d'efforts afin de qualifier, de présenter un état de situation en lien avec l'application de la P38 dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, pour faire peut-être une petite mise en contexte en lien avec la recherche, donc il y a eu plusieurs recherches qui ont été effectuées au cours des 10-15 dernières années au Québec en lien avec l'application de la P38. On pense aux recherches à Montréal, en Estrie, en Outaouais, dans les Laurentides et en Gaspésie. Donc, Chaudière-Appalaches, c'est la 6e région où on produit une étude pour recenser les gardes à l'établissement, faire un peu d'analyse aussi en lien avec ça. Donc, ce qu'on a constaté auparavant, puis on le souligne, il y avait peu de statistiques qui étaient disponibles. La droite produisait des demandes d'accès à l'information auprès de ce qui s'appelle les C3S avant. Certains ne voulaient pas nous fournir les données, on était nous les envoyer. Donc, c'était une problématique qu'on constatait. Donc, on avait peu accès à une information factuelle sur l'état de situation régional en lien avec l'application de cette loi-là. Donc, c'est pour cette raison-là entre autres, qu'on a décidé aussi de faire une étude sur l'application de la P38. Une autre raison, évidemment, c'est l'expérience sur le terrain. Ça fait 15 ans que je suis à la droite. Donc, notre équipe aussi a une expérience en lien avec la garde en établissement. Donc, depuis le 1er avril 2003, on a fait au-dessus de 400 interventions individuelles d'aide d'accompagnement en lien avec la P38. On a reçu plus de 2000 appels, en plus des accompagnements à la cour. Donc, on a une expertise d'intervention liée à la défense des droits en santé mentale, parce que c'est la mission de la loi, la défense des droits individuels et collectifs en santé mentale. Donc, on a fait cette expérience-là nous a amené à constater qu'il y avait des problématiques en lien avec le respect des procédures, l'application de la loi, et puis aussi la possibilité pour une personne d'une défense pleine et entière, une défense équitable devant la Cour
Donc, pour toutes sortes de raisons qui sont, somme toute, illustrées par les résultats d'études. Donc, l'impact de la loi, on parle d'une loi, la P38, c'est une loi d'exception. Donc, ça permet à un établissement de santé de priver une personne de sa liberté. Donc, la liberté, c'est un droit qui est garanti par la Charte des droits et libertés. Donc, c'est quelque chose qui est majeur. Je vais revenir un petit peu plus loin sur l'aspect de la présentation sommaire de la loi. Donc, c'est une loi qui est importante. Ces temps-ci, il y a un certain débat public. Bon, je présume que Mme Provencher va vous en parler tout à l'heure, en lien avec l'application de cette loi-là. Donc, il y a eu plusieurs enjeux qui ont été soulevés, bon, de façon plus ou moins habile, peut-être par certains protagonistes. Mais ceci étant dit, c'est une loi qui doit être une loi d'exception. Dans ces conditions-là, elle doit être appliquée de façon exceptionnelle. Donc, la recherche, comme je l'ai mentionné, elle a été réalisée en plus ou moins 18 mois. Donc, on a recensé là, au BOMO, pour toutes les 4 palais de justice qui desservent Chaudière-Appalaches. On parle du palais de justice de Québec, du palais qui dessert l'hôtel de Lévis, le palais de justice de Montmagny pour l'hôpital de la même ville, comme Thetford Mines, c'est l'hôpital de la même ville, et puis le palais de Saint-Joseph de Beauce pour l'hôpital de Saint-Georges. Donc, au BOMO, il y a eu 423 requêtes qui ont été analysées. Donc, peut-être faire une petite présentation très, très sommaire de la loi. La P38 permet d'hospitaliser une personne contre sa volonté, de mentionner que la personne conserve tous ses autres droits. Le droit de consentir aux soins, le droit à la confidentialité, le droit, c'est ça, tout le droit d'être insatisfait, de formuler une plainte. Donc, elle a le droit à tout, elle conserve tous ses autres droits. Donc, c'est quelque chose qui est important. Quel est le réel ou le seul critère valable pour appliquer cette loi-là? C'est la dangerosité. Donc, comme on l'a mentionné, c'est pas si une personne est dérangeante pour ses voisins, si une personne, si sa famille estime qu'elle ne va pas bien, le seul motif, selon cette loi-là, pour priver une personne de sa liberté, c'est la dangerosité. Donc, il y a 3 types de garde: la garde préventive, provisoire en établissement. Dans votre pochette, vous avez un petit tas de mémoire rapide qu'on vous a produit, là, qui explique brièvement qu'est-ce que c'est la P38. Donc, à cet effet-là, donc, il y a un processus juridique aussi. La personne passe devant la Cour du Québec. Donc, si elle veut contester, elle peut aller à ce moment-là par après au tribunal administratif du Québec. Donc, il y a tout un processus. Là, je ne reviendrai pas là-dessus nécessairement. Maintenant, on va passer aux résultats de la recherche. D'entrée de jeu, je vais aborder la question dans un autre angle, c'est-à-dire sous l'angle des recommandations, des constats que la loi en a fait. Parce que cette recherche-là, comme je vous l'ai mentionné, on a recensé 423 jugements pour 4 palais de justice sur 3 années, donc du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Donc, on a recensé 3 volets principaux de constats et de recommandations. On souhaite qu'il y ait des changements de pratique afin que la loi, que l'application de cette loi-là soit le plus respectueuse possible des droits, des ajustements administratifs de la part des établissements de santé, entre autres, et puis aussi un respect strict de la loi. Donc, on s'aligne plutôt sur la position provinciale de notre association, la GIP, dans cette perspective-là. Les changements de pratique. Donc, afin que l'application de la P38 soit la plus respectueuse possible des droits. Donc, tout d'abord, il y a l'aspect de la signification. Donc, être considéré comme dangereux pour soi-même ou pour les autres, être hospitalisé en psychiatrie, il nous semble à la droite que, sauf exception, qu'on parle d'exception, c'est vraiment des exceptions, la personne devrait être informée qu'elle passe en cours et puis avoir la possibilité d'être présente à la cour. Sauf que dans la recherche, on a constaté que dans 12,5% des situations, si on fait une moyenne régionale, la personne n'était pas signifiée à l'effet qu'elle passait en cours, puis dans 11,85% des dossiers, l'établissement demandait et obtenait une dispense de présence de la personne. C'est-à-dire que la personne ne peut pas aller faire entendre ses arguments au juge en lien avec la privation de liberté. Ça, c'est un élément qu'on a relevé. L'application de la garde provisoire, on souhaite la droit que la personne soit en mesure de se faire entendre au tribunal. Donc, la garde provisoire, c'est la 2e étape. Donc, il y a la garde préventive qui permet à l'établissement de garder une personne
pendant 72 heures. Un médecin, en fait, qui représente l'établissement, garder la personne pendant 72 heures. La garde provisoire, ensuite, c'est une ordonnance qui est délivrée par la Cour qui permet à l'établissement de faire 2 examens psychiatriques qui doivent démontrer que la personne est dangereuse dans le but de produire une requête pour garde dans l'établissement. Donc, la garde provisoire, dans les situations 10 sur 37 recensées, les personnes, il y a peu de situations où les gens ont été en mesure de se faire entendre au tribunal. Donc, on demande une application plus stricte, puis à l'effet aussi que la personne puisse se faire entendre. La présence du requérant au tribunal maintenant, en Chaudière-Appalaches, moins de 3 personnes sur 10, selon la recherche, peuvent... non, en fait, 3 personnes sur 10 ne peuvent pas se faire entendre au tribunal. Donc, comment est-ce que le requérant, excusez-moi, je me suis trompé dans mes chiffres. En fait, c'est le requérant qui est présent à moins de 30 %. Donc, le médecin de la personne n'est pas présent au tribunal 7 fois sur 10. Donc, la personne, si elle veut, parce que bon, on sait comment ça fonctionne, donc si elle veut faire contre-interroger par son procureur, son avocat, son médecin, comment est-ce qu'elle va pouvoir faire si celui-ci n'est pas présent à la cour. Donc, ça, c'est un élément qu'on a apporté. On parle d'une défense équitable, donc c'est extrêmement difficile pour la personne d'avoir la possibilité d'être bien défendue dans ce contexte-là. Aussi, la défense pleine et entière, on considère que le droit à l'avocat, c'est un droit qui est fondamental. Dans la recherche, on a répertorié que, ça c'est sous toute réserve parce qu'on avait plusieurs données manquantes, mais qu'il y avait 15 % des gens dans une moyenne régionale qui pouvaient avoir accès à un avocat. Donc ça, c'est quelque chose qui est un enjeu particulier. Évidemment, on estime que les critères d'aide juridique, la hausse des critères d'aide juridique, ça devrait aider, mais à ce niveau-là, on souscrit aux recommandations du barreau à l'effet que les gens devraient être de façon systématique représentés par l'avocat. Puis c'est ce qui devait avoir cours, je crois, suite à la réforme à la P38 en 98. Donc ça, au niveau des changements de pratique, c'est les éléments qu'on a relevés. Ensuite, il y a une uniformité de pratique et de procédure. La garde préventive, par exemple, que ce soit encadré à la grandeur de la région, et puis l'application peut susciter des questionnements. Jean va nous en parler tout à l'heure, mais effectivement, la garde préventive, c'est une mesure qui permet à l'hôpital de garder quelqu'un contre sa volonté, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant 72 heures sans qu'elle ait d'examen, sans qu'on lui fasse subir d'examens médicaux. Donc après ça, l'hôpital va aller chercher une autre ordonnance de garde provisoire, tout ça, déclencher le processus, mais comment c'est appliqué, comment il y en a dans la région, notre recherche ne le répertorie pas, on ne le sait pas, donc on a déjà fait des demandes d'accès à l'information, parfois on nous a transmis l'information, parfois on ne voulait pas nous la transmettre, donc il aurait fallu amener l'établissement à la commission d'accès à l'information, c'est pas une démarche qu'on estimait, qu'on avait envie de faire, mais le fait est que c'est des questions qui se posent, c'est d'intérêt public de se poser des questions sur l'application des droits d'exception. C'est dans l'intérêt du public de savoir comment les établissements de santé appliquent une loi d'importance comme celle-là. Donc, l'uniformisation des protocoles et des procédures. Donc, selon les meilleures pratiques dans certaines régions, tant au niveau dans le chapitre 4, entre autres, il y a plusieurs éléments qui concernent Thetford Mines, donc qui ont certaines pratiques qui sont intéressantes. Donc, on a l'avantage à faire une uniformisation des procédures en fonction des meilleures pratiques. Ensuite, la transparence. La transparence, j'en ai parlé tout à l'heure, la difficulté d'avoir accès à des informations, le nombre de gardes préventives, le nombre de gardes demandées et accueillies, le nombre de dispenses demandées et la durée moyenne des gardes, c'est une donnée qui devrait être accessible à la population. C'est d'intérêt public. Donc, nous, on demande que le CIS mette en place des mesures pour que cette loi-là soit appliquée d'une façon plus transparente, parce que présentement, on est un petit groupe communautaire comme la droite a eu à faire une démarche de recherche pour recenser l'application de cette loi-là dans la région. Autrement que ça, peut-être qu'il existe des statistiques à l'interne, mais ces données-là ne sont pas connues. Donc, on considère que c'est une question qui est importante, qui devrait être traitée avec sérieux. Donc, ensuite, la surveillance maintenant par le DSP et puis le CNDP. Donc, vous avez ça aussi dans la section recommandations.
Donc, la durée du deuxième examen sur le terrain, c'est quelque chose qui questionne par rapport à la garde provisoire, entre autres l'analyse des motifs, le délai entre la prise en charge et l'application de la P38. Ça, c'est des éléments qui nous ont questionnés aussi. C'est en lien avec la pratique sur le terrain. Puis aussi maintenant, en matière d'uniformité des pratiques et procédures, la durée de la garde, 21 jours maximum, qu'on demande que ce soit demandé par l'établissement, puis 10 jours pour une reconduction. Ça peut sembler particulier, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chaudière-Appalaches, les durées moyennes de séjour dans les établissements de santé, ils sont à Thetford, ils sont de 13 jours, à Montmagny de 20 jours, je crois qu'à Saint-Joseph, c'est 21 jours, puis à Lévis, c'est 23 jours. Donc, la personne, les établissements, entre autres l'Hôtel-Dieu de Lévis, demandent de façon systématique une requête de 60 jours de garde à l'établissement, alors que la personne reste moins longtemps. Donc, ça a des conséquences humaines, cette requête-là, cette demande-là, cette situation-là. La personne va s'imaginer perdre son logement, en plus de ne pas bien aller, puis de ne pas être dans la meilleure période de sa vie. La personne va s'imaginer perdre son logement, l'aide sociale, il va avoir toutes sortes de démarches à faire, en plus du fait qu'elle ne va pas bien. La P38, même si ce n'est pas une mesure de soin, c'est une mesure pour restreindre la personne de sa liberté, ça devrait être appliqué dans une perspective davantage psychosociale aussi. Mais malheureusement, on tient un peu compte de cet aspect-là, parce que la personne, un jour, elle va finir par quitter l'hôpital, donc il faut qu'elle puisse avoir la possibilité, la chance de se rétablir, ni plus ni moins, de continuer sa vie. Puis ces pratiques-là rendent la situation difficile. Ensuite, le troisième élément, le respect strict de la loi. Donc, une loi d'exception, ça nécessite une application exceptionnelle. Donc, on n'est pas les seuls à le dire. La GID, le ministère de la Santé, le protecteur du citoyen, le barreau, ont mentionné dans les recommandations qu'ils ont produites, puis vous avez un document dans votre pochette là, qui présente les principaux éléments en lien avec les rapports gouvernementaux qui venaient faire une critique de l'application de cette loi-là. Donc, ils ont conclu que la P38 connaissait des difficultés d'application. Et puis aussi, peut-être de mentionner un aspect important dans les résultats, l'aspect des décisions. Donc, on parle d'une défense pleine et entière, d'un respect strict de la loi, mais dans plus de 9 situations sur 10, en Chaudière-Appalaches, on parle de 93,72% des dossiers, des requêtes qui ont été accueillies. Donc, quand il y a toutes sortes de vents médiatiques ou de prises de position qui ont été faites à l'effet que les gens sortent au bout de 24 heures, puis s'ils sortent au bout de 24 heures, c'est parce que le médecin a décidé que les gens sortaient. La loi leur leur donne beaucoup de pouvoir, et puis ils n'ont pas accès à une procédure qui, en termes d'application de la loi, mais en termes de la loi tout court, elle ne permet pas que la personne puisse se défendre d'une façon équitable, tant devant la cour que vis-à-vis de l'établissement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mentionne. 93,72%, ça nous place dans toutes les études la 4e région sur 6, ou la 3e pire, c'est selon comment est-ce qu'on veut se qualifier. D'ailleurs, on a fait une analyse un peu comparative, puis vous l'avez en annexe 1 de l'étude. L'analyse comparative ne nous positionne pas bien vis-à-vis des autres régions du Québec. Donc, la P38 n'est pas appliquée, donc on est en retard, je vous dirais, à plusieurs égards sur d'autres régions. Donc, à cet effet-là, les taux varient d'une région à l'autre, que ce soit à Montmagny. Il y a beaucoup de choses qui nous ont surprises, tant dans le nombre de dossiers, entre autres, c'est un élément que je n'ai pas relevé d'entrée de jeu, mais si on se fie au ratio populationnel, Montmagny est sous-représenté en matière d'application de cette loi-là, tandis que la région de Thetford est surreprésentée presque du double. Donc, il y a quasiment autant de dossiers de garde d'établissement dans la région de Thetford qu'il y en a en Beauce pour un hôpital qui est 2 fois plus petit. Donc, évidemment, ça nous questionne. Il y a plusieurs éléments qui nous questionnent. Je pense qu'on les relève plutôt bien là, au fil de l'étude. On a relevé certains éléments dans les faits saillants. De mentionner aussi que cette loi-là, c'est une loi qui est importante parce que ça permet, comme je le disais tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est tellement important, ça permet à un établissement de santé de priver une personne de sa liberté. Donc, à cet effet-là, si on veut vraiment venir en aide à la personne, donc on parle de soins, on parle de qualité de service,
Donc, ça devrait être appliqué d'une façon exceptionnelle, d'une façon plus rigoureuse, et puis que les médecins, par exemple, aient accès à davantage les médecins et le personnel de formation, parce que la liberté, ce n'est pas une notion avec laquelle on devrait jouer aussi facilement, que ce soit dans la région de Chaudière-Appalaches ou au Québec, puis qu'on a un problème de santé mentale ou n'importe quelle problématique, bien, la mission du réseau de la santé, c'est d'aider, c'est de soigner la personne, ni plus ni moins, pas de restreindre la liberté. Donc, à cet effet-là, on considère qu'il y a des lacunes majeures. L'étude le relève. Il y a plusieurs éléments dans cette étude-là qui sont positifs aussi, mais à cet effet-là, ça devrait être davantage encadré. Donc, aujourd'hui, le message qu'on envoie, c'est qu'on souhaite, en termes de suivi, on souhaite qu'il y ait des actions qui se passent, donc que les gens, que le réseau de la santé, le CIS ou d'autres acteurs, les acteurs du milieu judiciaire aussi, prennent connaissance de cette recension des jugements qu'on a fait là, et puis qu'il y ait des actions, que ce soit en lien avec les recommandations. Nous, on prend notre bâton du pèlerin là, à partir d'aujourd'hui pour tenter de faire changer les choses, pour améliorer le respect des droits des personnes vis-à-vis de la P38. On y travaille déjà depuis 15 ans, mais cette étude-là qu'on lance avec grande fierté, je dois le dire aujourd'hui, va nous donner un élan pour faire avancer les choses. Donc, je remercie, si ce n'est pas déjà fait, tous les gens qui ont pu contribuer à la réalisation de cette étude-là. Puis, ça fait le tour pour ma présentation. Merci. Eh bien, merci. Mon nom est Jean Gagnon. Je remercie pour l'invitation de me permettre de partager mon expérience de garde en établissement ainsi que l'application de cette loi d'exception permettant à un médecin d'utiliser une garde préventive de 72 heures dans le cas qu'il considère que l'usager est dangereux pour lui-même ou dangereux pour autrui. À l'automne 2010, je me suis présenté volontairement dans un hôpital de ma région pour y subir une évaluation psychiatrique. À mon arrivée à l'urgence, l'infirmier indique psychose contrôlée. L'urgentologue fait les examens d'usage, prise de sang, dépistage de drogue, etc. Filmé à mon insu dans la salle d'isolement. Je passe la nuit à l'urgence et le lendemain matin, je rencontre le psychiatre. Après une brève discussion de 10 minutes, il me suggère de prendre des médications. Je refuse. Prétendant savoir ce que j'ai, il m'offre de monter en psychiatrie. J'accepte. Quelques minutes plus tard, j'apprends après questionnement auprès de l'infirmier que la porte de la psychiatrie serait barrée et que j'y serais interné. Je refuse de monter, le psychiatre apparaît, il me dit « Vous ne voulez plus monter ?» Je réponds « Non. » Suis-je libre de retourner chez moi? Il répond « Oui. » Je lui dis « Eh bien, je retourne chez moi et je reviendrai lorsque vous aurez le temps de me recevoir. » Et il réplique « Je vous mets en garde préventive. Vous êtes dangereux pour vous-même. » Je lui dis « Si vous voulez me garder, appelez les polices car je n'entre pas de mon plein gré. » 10-15 minutes plus tard, 2 agents de SQ se présentent et je suis escorté jusqu'au département de psychiatrie, où je passe le reste de mon séjour, 9 jours en salle d'isolement. J'y suis gentiment accueilli avec un cocktail de médicaments, Aldol, Seroquel, Ativan. Je négocie, j'en prends 2 sur 3. Il est environ 11h30 et peu de temps après, je perds la carte pour le reste de la journée. Le lendemain, ainsi que les jours suivants, je refuse les médications prétextant qu'on ne peut ou ne veut me donner les effets secondaires. 5 jours ont passé, je ne peux avoir accès à mon dossier médical. J'appelle la GRC, le TAC, le commissaire aux plaintes et finalement leurs droits. Mme Donez m'apprend que j'ai des droits. Après l'entretien téléphonique, une infirmière vient me porter 2 dépliants expliquant brièvement mes droits, celui de la droite et celui de la GIL. Et pendant que je prenais connaissance, le psychiatre vient me voir pour m'aviser que je devrais rencontrer un autre psychiatre dans le but de présenter à la Cour une demande de garde en établissement. Je réponds, je ne suis pas d'accord et que je suis en train de prendre connaissance de mes droits. J'ai plus d'affaires ici, je dois m'en aller. Il me dit, tu veux jouer avec la justice? Je m'en occupe. Il quitte et rédige une autre garde préventive qu'il met dans le dossier. Le lendemain, je reçois un autre psychiatre pour une autre évaluation. Celle-ci remplit son rapport de complaisance, appuyant le premier rapport. Le premier psychiatre m'a coupé le téléphone à 2 jours par jour, après menace, et il me prive de sortir lors des breaks. Là.
Le lendemain, je reçois d'un huissier une requête pour comparaître à la Cour du Québec, 39 heures plus tard, soit le vendredi matin, à 9 heures. Rendu à la Cour, je dois me défendre. Je n'ai pas eu droit au rapport psychiatrique ni à mon dossier médical. Mme Lournaise de la Loi est présente et m'a donné quelques conseils. 3 membres de ma famille sont aussi présents à ma demande. L'audience débute et 20 minutes plus tard, j'obtiens libération sur le champ pour cause de déontologie impliquant les procureurs de l'hôpital ainsi que les rapports de psychiatre. Je retourne chez moi avec les mêmes symptômes plus prononcés que lors de mon arrivée à l'hôpital. Dans les semaines suivantes, c'est un technicien de Santé Canada qui m'a mis au courant de l'existence d'un rapport de la docteure Marguerite Sears pour la Commission des droits de la personne en 2007, mettant en lumière les effets sur le corps humain de l'exposition au champ électromagnétique. J'ai appris dès lors que j'étais électrosensible, appelé communément SISEM, c'est le syndrome d'intolérance au champ électromagnétique. Cette nouvelle pathologie en émergence, le SISEM est causée et ou aggravée en majeure partie par l'exposition aux radiations des systèmes de communication sans fil, tels que cellulaire, téléphone de maison sans fil, compteur intelligent, tour de communication, lampe fluo compact, babysitter, Wi-Fi, etc. L'application de la P38 et autres règlements d'usage dans mon cas se sont avérés bafoués. Les 3 niveaux de surveillance suivants, commissaire aux plaintes, médecin examinateur et conseil des médecins du C3SML, ont préféré faire de l'aveuglement volontaire sur les plaintes soumises. Ils n'ont vu aucune faute. J'ai porté la cause à l'attention du protecteur du citoyen. Après enquête, ils ont émis 5 recommandations au C3SML. J'ai tenté de communiquer à plusieurs reprises avec le comité des usagers de l'établissement sans avoir de retour d'appel. Le lendemain de mon arrivée à l'hôpital, je me suis réveillé à l'urgence sur une tête d'oreiller essuyée, aucune explication, aucune enquête de solubilité, preuves et rapports de l'agent de sécurité qui m'accompagnait, présent, détruit. Au poste de la Sûreté du Québec, aucune trace de ces 3 policiers qui sont venus m'accompagner, pas de carte d'appel, pas de note dans le cahier journalier. L'affidavit nécessaire au dépôt des procédures était absent au moment du dépôt à la Cour, l'ouverture du dossier. La cerise sur le gâteau, le jugement favorable à la garde en établissement, établi à mon nom, était déjà rédigé, prêt à signer avec le nom du juge. Il n'y manquait que sa signature. N'eût été de la mise en évidence du problème de déontologie, il y a de fortes chances que je serai encore sous médication ou peut-être plus de ce monde. Oui, c'est toujours... je suis toujours un peu troublée, touchée et bouleversée. Pourtant, ça fait longtemps que j'en entends des histoires. Ça fait près de 25 ans que je travaille en défense de droit santé mentale. C'est toujours pareil. Bon, alors, bonjour tout le monde. Vous savez, dans toutes les régions du Québec, il y a un organisme régional de promotion et défense de droit pour les gens qui vivent un problème de santé mentale. Ça fait près de 25 ans que ce réseau existe. Le lancement de cette étude aussi, ça tombe dans un moment pile. Hein, je sais pas, on entend beaucoup parler depuis quelques semaines. On a beaucoup entendu parler de la réalité que vivent les proches et les familles. Et on avait peu entendu parler du côté des personnes. Ceci étant dit, il y a des situations que les familles et les proches qui vivent qui sont terribles. On ne minimise pas ça. Sauf qu'on n'est pas d'accord avec les solutions qu'ils proposent. Ça ne rapportera rien à personne d'enlever des droits à des gens qui vivent un problème de santé mentale. Ça ne donnera rien à personne. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on n'a pas la même approche, qu'on n'a pas la même façon de voir que les proches, tout en reconnaissant les difficultés qu'ils vivent. On pense que ce qui manque, c'est des services dans la communauté, des services proches du monde, tant pour les proches, mais pour les personnes qui vivent un problème de santé mentale. Vous savez, quand la loi a été adoptée, il devait y avoir dans tout le Québec des groupes d'intervention de crise, d'aide en situation de crise. Les gouvernements successifs, plutôt que de mettre de l'argent dans des organismes communautaires qui auraient pu faire ça, ils ont décidé de mettre ça dans des lignes info-santé, là, genre
des lignes téléphoniques. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Puis là, il n'y a plus d'argent pour mettre dans les communautés pour donner ces services-là. François, il a dit... François Winter, le directeur. Excusez, c'est parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Effectivement, il y a... vous savez, cette loi-là relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. À notre avis, le ministère devrait être particulièrement attentif à ce qui se passe avec cette loi-là, parce qu'on retire un droit fondamental aux personnes. Et vous savez, cette loi-là s'appelle la loi de protection des personnes dont l'état mental. On ne parle pas du diagnostic ici, on parle de l'état mental. On peut tous et toutes s'y retrouver, comme monsieur s'y est retrouvé aussi, puis qui a réalisé que ses problèmes étaient plus d'ordre physique. N'importe qui ici, on peut se retrouver dans le cadre de cette loi-là et ce qu'a vécu monsieur. Hein? Ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Donc, comme le ministère, il ne fait pas sa job, c'est les groupes régionaux de promotion et défense de droit en santé mentale qui décident de mettre beaucoup de temps, d'aller dans les palais de justice, de répertorier, de faire de longues recherches et de faire des documents pour faire ressortir qu'est-ce qui se passe avec cette loi-là. Alors, comme François disait, il y a cinq régions au Québec qui l'ont fait. Montréal, avec le groupe qui s'appelle Action Autonomie, ça fait plusieurs années qu'ils le font. Mais entre autres, juste des petits exemples, vous savez, c'est la dangerosité qui fait que je tombe sous le coup de cette loi-là. Quand on regarde dans les jugements, les motifs, ce qui fait que le juge accepte, c'est tout et n'importe quoi. La personne a refusé sa médication, c'est pour son bien, on l'a vu aussi dans certains jugements. Les motifs qui sont invoqués, ça touche bien plus la dérangerosité. La elle dérange. Particulièrement si elle a déjà un dossier en psychiatrie, elle dérange, elle chante, elle danse, elle parle fort, elle se lève la nuit, elle dérange. Plus que être dangereuse. Et souvent, il n'y en a même pas de motif. Il n'y a rien. C'est basé sur le rapport, vous savez, ces 2 rapports médicaux. Comme disait François, il a donné plusieurs chiffres, la signification, la personne qui est présente, c'est la même affaire à peu près partout au Québec. Et toujours d'après les études, en moyenne, vous savez, l'audience devant le juge, puis ça c'est quand il y en a une audience, c'est en moyenne, là, dans les recherches, ça dure 4 minutes. Ça veut dire qu'en 4 minutes, le juge, il va déterminer s'il m'enlève ou pas un de mes droits fondamentaux, qui est la liberté. Ça y prend 4 minutes, en général. C'est un peu rapide. Et dans le 3/4 ou presque 100% des cas, les requêtes sont acceptées par les juges. Alors, et vous savez, pour faire une requête, parce qu'on a vu aussi, je recommence, excusez, les médecins, on a vu des articles, les médecins se sentent impuissants, ils ont du mal à appliquer cette loi-là, et blabla. Vous savez, le seul professionnel qui peut m'enlever ma liberté sans passer devant un juge, puis que je ne suis pas une criminelle, là, le seul professionnel, c'est le médecin ou le psychiatre. Si je m'en vais à l'urgence, comme nous a dit, rappelez-moi votre nom, Jean. Comme nous a dit Jean, il s'est pointé, en plus, lui, il était volontaire. Mais je me pointe à l'urgence. Si le médecin considère que je suis dangereuse, il peut me garder 3 jours sans que je passe devant le juge. Il y a ce pouvoir-là. Alors, je ne sais pas quand ils disent qu'ils sont impuissants, moi, je ne comprends pas trop. À Montréal, l'an dernier, il y a eu 3000 requêtes en garde en établissement qui ont été acceptées. Ils ne sont pas si impuissants que ça, je pense, à mon avis. Donc, il y a beaucoup de désinformation aussi pour les personnes, les gens qui se retrouvent sur un département de psychiatrie. On fait à croire qu'elles sont en garde, elles ne sont pas nécessairement. On leur dit, vous êtes obligés de prendre vos médicaments, ce qui n'est pas vrai. Comme disait François, quand je suis en garde, je perds ma liberté, mais je garde tous mes autres droits.
etc. Donc, et on n'est pas tout seul non plus à dire ça. Bien sûr, il y a le Barreau du Québec, déjà en 2010, qui a fait un rapport au niveau de la santé mentale assez désastreux, qui en fait, quand les gens se penchent sur cette question, ils constatent toute la même affaire. Il y a la protectrice du citoyen et il y a le ministère lui-même qui a fait sa propre enquête et qui en arrive aux mêmes conclusions. Donc, c'est l'application, le problème. Nous avons participé, comme aussi a dit François, à un comité ministériel qui doit faire des orientations pour l'application de cette loi-là. Les travaux se sont terminés en février 2013. On les attend encore, les orientations. Donc, nous, ce qu'on demande au ministère, c'est de les rendre publics et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Merci. Je voulais féliciter la droite, bien sûr, pour son excellent travail. Le CA d'avoir décidé d'investir du temps, de l'argent et de l'équipe de travail pour faire cette étude. C'est très important, ces études-là. C'est les seuls chiffres qu'on a. Okay? Et tout le monde aussi qui a participé. Merci.